Les enseignants sont souvent confrontés à cette question classique des étudiants. Est-ce que ce sera noté? En l'absence de notes, le travail fourni est souvent réduit, voire inexistant. Certains étudiants ne travailleraient donc pas pour apprendre, mais seulement pour obtenir une bonne note ou en éviter des mauvaises. Alors on peut se poser la question, comment éviter cette situation? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle causerie de la série Enseignement et Innovation de la collection Pédagogie de l'Université numérique de La Réunion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Corinne Kolinski, enseignant-chercheur en physique à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Bonjour Corinne. Bonjour Didier. Oui, effectivement, je suis enseignant-chercheur en physique à l'Université du Littoral Côte d'Opale depuis une trentaine d'années déjà. Et ça fait 10 ans que j'ai eu envie de me développer en pédagogie universitaire. Et donc j'ai été amenée à me former en métropole, ainsi que chez mes voisins belges et suisses. Et c'est ce qui m'a amenée à mettre en place, créer un centre d'innovation pédagogique dans mon établissement, donc Université du Littoral Côte d'Opale, et à le diriger pendant 5 ans en tant que chargée de mission. Alors aujourd'hui, j'ai réorienté, recentré un peu mes activités à un niveau plus national, puisque je suis chargée de mission scientifique dans un institut d'évaluation que vous connaissez bien, le HCERS. Donc j'ai été recrutée au département d'évaluation des formations. Mais pour autant, j'ai encore beaucoup de plaisir à intervenir pour faire du conseil pédagogique. Et je vous remercie de m'avoir invité pour cette semaine de séminaire dans cette belle île de la Réunion, séminaire autour de l'évaluation, et de me permettre, Didier, cette causerie avec vous aujourd'hui. Un grand merci d'avoir accepté, Corinne. Alors, je reviens du coup sur notre point du jour, c'est-à-dire comment soutenir les apprentissages des étudiants. Pour répondre à cet objectif, en fait, j'ai mis en place depuis quelques années, alors j'ai découvert ça lors d'une formation, ce qu'on appelle les grilles critériées d'évaluation, Denis. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est une grille critériée ? Oui, alors les grilles critériées, on appelle ça aussi rubrics en anglais, et il s'agit avec les grilles d'établir une correspondance entre d'une part le résultat d'une activité de l'étudiant et d'autre part les critères de qualité attendus de ce résultat, et cela peut être accompagné d'une échelle à différents niveaux de performance. Alors si vous voulez bien peut-être... Oui, on va peut-être en voir une à l'écran. Voilà. Alors voilà, donc ici on a une grille critériée, alors avec on a explicité un critère en particulier, manifestation de la compréhension d'une situation problème. Avec pour ce critère, eh bien, on a défini 2 indicateurs, respect des étapes, prise en compte des données et contraintes. Et vous voyez que pour ces indicateurs, on a défini une échelle avec 4 niveaux de performance qui vont de inacceptable jusqu'à excellent. Et à l'intersection des indicateurs et des échelles de performance, on voit ce qu'on appelle le descripteur de performance, qui va être une explication très détaillée de ce que devra faire l'étudiant pour démontrer le niveau de performance. Vous voyez que sur cette grille, alors c'est peut-être une grille qui va servir à l'apprentissage, elle peut servir à l'évaluation, mais aussi ici on voit qu'elle peut servir à la notation, puisque à chaque niveau de performance, on a attribué un certain nombre de points, voire même on a attribué des poids aux indicateurs du critère. D'accord. Alors, ces grilles peuvent, comme je viens de le dire, servir à vraiment soutenir les apprentissages des étudiants, mais à condition qu'on les donne en amont et qu'on explicite vraiment tous les termes avec les étudiants. Et puis après, elles peuvent effectivement servir d'évaluation ou de notation. Alors Corinne, comment est-ce que vous avez découvert ces grilles critériées ? Alors en fait, c'était une journée thématique, hein,
dont le thème était l'évaluation des compétences. Et un intervenant a présenté cette grille parce qu'elle est particulièrement adaptée à l'évaluation des compétences. Et donc, je l'ai utilisée, mais ce n'était pas ce que je cherchais à ce moment-là. Et je l'ai utilisée dans un premier temps à un niveau, un grain beaucoup plus fin, un niveau beaucoup plus micro. D'accord. Quelles sont, selon vous, les plus-values de ce type d'outil par rapport à une notation plus classique? Les bénéfices des grilles, pour moi, sont vraiment à plusieurs niveaux, à la fois au niveau des étudiants, des enseignants ou bien de l'équipe pédagogique. Alors, d'abord, pour les étudiants, c'est un formidable outil qui les aide à comprendre les attendus des enseignants, mais ça leur permet aussi d'apprécier les normes de qualité d'un travail, d'une activité qui sont attendues, et aussi. Et c'est surtout pour ça qu'au départ, moi, j'avais envie d'utiliser des grilles. Ça les aide à porter un regard objectif et réflexif sur la qualité de leur travail. D'accord. Alors, quand on s'intéresse à un outil, il y a forcément les côtés positifs, mais il y a également les côtés négatifs. Donc, mettons le pied dans le plat. Et, quels sont les points négatifs à l'usage de grilles critériées? Alors, tout à fait honnêtement, pour moi, il y a eu uniquement un point négatif, c'était le temps que j'ai dû y consacrer. Trouver le temps d'élaborer une grille critériée, c'est vraiment un investissement important. Ça va être un investissement pour sélectionner chacun des critères qui vont refléter les processus et les contenus que chacun d'entre nous va juger les plus importants. Et ensuite, il va falloir rédiger chacun de ces descripteurs de niveau de performance qui vont vraiment détailler précisément le travail que doit faire l'étudiant pour démontrer le niveau de compétence. Et ça, j'ai commencé seule, sans doute c'est cette raison, mais ça a demandé un temps assez conséquent. Voilà. C'est vraiment le seul critère pour moi, enfin le seul aspect négatif. C'est un investissement important en amont qui demande une certaine introspection aussi sur son métier, mais après, ça permet d'en profiter dans la durée, j'imagine. Oui, et puis surtout, alors un avantage pour les enseignants. Alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé des avantages pour les étudiants, mais finalement, ça nécessite du temps à la conception. Mais alors par contre pour la correction, il y a un gain de temps qui est impressionnant, en particulier si vous avez des grandes cohortes. Voilà, la grille telle que je vous l'ai montrée, pour les 200 étudiants, c'est beaucoup plus rapide à mettre en œuvre pour les enseignants. D'accord. Alors, pourquoi avez-vous été amené à concevoir ce type d'outil? Bien, alors je l'avais un petit peu dit tout à l'heure, mais peut-être je peux redévelopper. Vraiment, moi, ce qui m'intéressait, c'était de rendre mes étudiants réflexifs sur la qualité de leurs apprentissages. Alors évidemment, moi, ça m'aide aussi à évaluer la qualité de ces apprentissages. Mais voilà, le bénéfice vraiment pour moi, c'est que leur réflexivité soit facilitée. D'accord. Alors, vous vous en êtes servi pour évaluer quel type d'activité? Alors je les utilise maintenant pour évaluer tout type d'activité, les travaux pratiques, les soutenances orales, les rapports, en fait toute activité d'apprentissage, que ça soit à la fin d'une séance, comme à la fin d'un module ou à la fin d'une unité d'apprentissage. Les grains peuvent être différents. D'accord. Alors, ces grilles maintenant, vous les réalisez plutôt seul ou plutôt en équipe? Parce que je sais qu'au début, les premières conceptions, vous les avez assurées vraiment en autonomie. Mais maintenant, comment est-ce que vous procédez? Alors oui, la première, c'est vrai que je l'ai réalisée seule. De toute façon, c'est un enseignement que je réalise seule. C'est ce qu'on appelle une unité d'ouverture. C'est une ouverture. En l'occurrence, ici, il s'agissait d'introduire des bases de physique en imagerie médicale. Et donc, les unités d'ouverture dans mon université, je vais un peu expliciter, ils s'adressent à des étudiants qui sont en licence scientifique. Alors, ça peut être maths, physique,
physique, chimie, info et sciences de la vie et de la Terre, et à des niveaux de 2e ou de 3e année. Et donc, c'est une unité d'ouverture que j'ai conçue de toutes pièces et qu'aucun autre collègue ne propose dans mon université, donc d'où le fait que j'étais vraiment seule. Et puis, c'est une unité d'ouverture dont les apprentissages peuvent un petit peu évoluer en fonction les attendus, et les apprentissages visés peuvent un peu évoluer en fonction des années, parce que une année, je peux avoir beaucoup d'étudiants qui sont en L3 de mathématiques, et l'année d'après, beaucoup d'étudiants qui sont en L2 sciences de la vie. Donc voilà, je vais quand même essayer de cibler certains apprentissages. Et donc, bon, le fait d'être seul, c'était facilitant, mais c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps. Pour la 2e grille, alors là, j'ai vu l'intérêt d'être au moins à 2. C'était une grille qui concernait des travaux pratiques de physique, que j'ai élaborée avec une enseignante qui assurait ces travaux pratiques avec moi. Et le fait de pouvoir se questionner à 2, ça a été vraiment rassurant. Et ça a divisé aussi le temps de conception. Le travail, bien sûr. Alors, est-ce que vous avez construit l'ensemble de vos grilles, ou alors vous avez pu en reprendre et modifier un certain nombre d'existantes? Alors, déjà, les grilles que je réalise, d'une année sur l'autre, je suis amenée à les modifier jusqu'à les stabiliser. Bon, sauf quand, évidemment, je modifie un peu les objectifs d'apprentissage. Alors, ce que je peux dire, c'est que pour tout ce qui est les grilles un peu transversales, donc quand il s'agit d'évaluer des productions, enfin des communications orales, écrites, des travaux pratiques, je me suis beaucoup inspirée de grilles qu'on trouve en fait facilement sur le web. Il y a beaucoup de ressources. En revanche, ce qui est plus difficile, ce qui va demander plus de travail, ce sont les grilles disciplinaires, donc vraiment propres à la physique. En l'occurrence, moi j'ai été concernée par la mécanique, l'optique, l'électricité, parce que, alors, si elles existent, ces grilles, elles ont été conçues par les enseignants pour des apprentissages que eux visent à travers leurs cours, et en tout cas elles ne sont pas partagées. Et donc les grilles disciplinaires, là j'ai vraiment dû les concevoir seule. D'accord. Alors, est-ce qu'il existe des grilles qui soient des références nationales, disciplinaires, un répertoire partagé quelque part qui fasse référence? Eh bien, ça n'existait pas encore, mais figurez-vous que c'est en train d'être mis en œuvre. En effet, attirée par les grilles, j'ai souhaité participer à un projet qui s'appelle le projet Illicite, hybridation en licence scientifique. Et un des axes de ces projets, justement, c'est d'aider les collègues à élaborer des grilles disciplinaires scientifiques. Et pour ce faire, nous sommes déplacés dans les universités pour former les collègues, et surtout nous créons une banque disciplinaire au niveau national. Alors en ce moment on est en train de finaliser le projet, et cette banque disciplinaire sera bientôt accessible via Uniciel. Pour la physique? Pour toutes les disciplines scientifiques. Toutes les disciplines scientifiques. Ah, vaste travail, et vraiment profitable de les partager, effectivement, c'est une belle initiative. Alors, lorsqu'on a l'opportunité de reprendre une grille, on va forcément se poser la question de l'adapter, la personnaliser. Comment est-ce qu'on peut procéder pour améliorer une grille critériée? Alors, je pense qu'une des meilleures choses à faire, déjà, c'est d'associer les étudiants à cette amélioration, de discuter avec eux du contenu pour vérifier qu'ils ont bien compris les termes, et que ces termes sont suffisamment précis pour que les étudiants puissent s'approprier les attendus, les apprentissages attendus. On peut même aller jusqu'à co-construire avec les étudiants pour une appropriation parfaite. Après, moi, personnellement, pour les améliorer, ce que je fais, c'est qu'au moment de l'année où j'utilise la grille, au moment où je l'utilise, je note tout de suite les améliorations que je peux apporter, de sorte qu'elles soient améliorées pour l'année qui suit. Il faut quand même compter 3-4 ans pour qu'une grille soit à peu près stabilisée. D'accord. Donc c'est un processus
itératif d'amélioration continue d'une grille qui arrive à un moment donné à quelque chose d'à peu près stabilisé. Est-ce que vous pourriez par exemple nous montrer un exemple de grille stabilisée? Oui, alors tout à fait. Justement, je vous parlais tout à l'heure de cette grille de TP qui a été une des premières grilles que j'ai élaborée avec une collègue pour les travaux pratiques de mécanique. Et cette grille, vraiment, on l'a éprouvée depuis plusieurs années. Donc c'est une grille, alors peut-être on peut la voir à l'écran, voilà. C'est une grille qui concerne donc des travaux pratiques qui sont réalisés par des étudiants de première année en semestre 2. C'est une grille qui évalue des travaux pratiques de mécanique. Alors, la grille est fournie aux étudiants avant la première séance avec les énoncés de travaux pratiques. Et celle que vous voyez, alors, on ne voit dans cette grille que 2 familles, un certain nombre de critères. En fait, c'est une grille générique. Elle comprend 21 critères qui sont répartis dans 7 familles. Mais finalement, pour chacun des TP, on va sélectionner 6 à 7 critères que l'on va évaluer. Ce ne seront pas les mêmes le long des 6 TP qu'on va pour chaque séance. Et alors, ce qui est important, c'est de fournir le feedback aux étudiants après chaque séance et avant la séance qui suit, de sorte que l'étudiant puisse bien prendre conscience de ce qu'il a amélioré. D'accord. Alors, cet exemple de grille-là, est-ce qu'il est transposable à d'autres TP de la même discipline, voire même à d'autres disciplines? Ah, tout à fait. Alors, la grille qu'on a vue, c'est une grille dont je m'étais inspirée, qui avait été élaborée par des collègues grenoblois qui concernaient des travaux pratiques d'électricité. Et donc, elle m'a permis de m'inspirer et de simplifier ce travail. Donc, on a pu la transposer. Et depuis que je fais partie que j'interviens dans le projet Illicite, j'ai été amenée à me déplacer un petit peu en France pour former des collègues, et je sais que cette grille a été reprise à de nombreuses reprises, à plusieurs fois, par des collègues chimistes pour des travaux pratiques de chimie. Donc effectivement, on peut s'en servir dans différentes disciplines, puisqu'on peut basculer de la physique à la chimie et à d'autres sciences, j'imagine. Alors, est-ce que vous avez pu tirer un certain nombre d'apprentissages? Quelles conclusions vous pouvez tirer de cette exploitation, de cette utilisation des grilles en TP? Bien, en tout cas, elles répondent à l'objectif premier que j'avais en cherchant cet outil, c'est qu'elles renforcent les capacités auto-évaluatives des étudiants et donc contribuent à vraiment développer leur réflexivité et leur autonomie. D'accord. Alors, on arrive un peu au terme de l'échange et on termine toujours par les conseils que l'on pourrait donner à un collègue enseignant qui aimerait se lancer dans la conception d'une grille critériée. Est-ce que vous auriez un certain nombre d'exemples, de conseils que vous pourriez donner pour que ça se passe au mieux pour se lancer? Oui, alors d'abord, je lui conseillerais de se former en amont et dans le cadre de projets dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, nous avons élaboré un guide pour aider les collègues enseignants-chercheurs à élaborer des grilles. Je lui conseillerais aussi, alors, un petit écueil que j'avais, d'éviter un écueil dans lequel j'étais tombée la première fois, c'était de rédiger des critères trop spécifiques. Il ne faut vraiment pas élaborer des grilles trop longues et trop précises, trop détaillées. Voilà. On conseille vraiment que la grille tienne sur une seule page. Ensuite, je lui conseillerais de faire relire la grille par un collègue. Ça permet d'avoir un coup d'œil extérieur. Elle permet aussi d'impliquer finalement le collègue dans ce qui au départ était un travail individuel et de l'impliquer pour finalement un processus un petit peu moins individuel et de partage de grilles finalement. Alors la relecture, ça peut aussi être effectué par des étudiants, on en a déjà parlé, mais aussi d'anciens étudiants, voire des collègues du monde socio-professionnel. Voilà, ça peut dépendre aussi des objectifs de la grille, mais quand on a des formations professionnalisantes, je pense que c'est pas inintéressant de les faire relire par des professionnels.
Merci beaucoup Corinne. Cet échange touche maintenant à sa fin. Donc grâce à vous, on a pu obtenir un certain nombre de clés sur les grilles critériées. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle causerie, toujours sur le thème de l'innovation dans l'enseignement.